aussi des satellites ou de l'imagerie acquise avec des capteurs plus compliqués. Donc là, par exemple, sur la droite, vous avez un imageur en fluorescence de chlorophylle. Donc voilà. Dans tous les cas, à la fin, on va avoir une matrice avec des pixels et des valeurs dedans qui correspondent au capteur que vous avez. Donc le premier point qu'on voulait vous présenter, donc ça tombe bien parce que vous avez déjà entendu parler de nématodes. En fait, c'est un peu de la reconnaissance faciale des nématodes, pour faire simple. Donc c'est un travail qui a été mené en collaboration avec des chercheurs de l'IGEP et de l'ANSES, dans le cadre d'une thèse qui se termine en ce moment, la thèse de Romain Thévenoud. Donc l'idée, en fait, c'était de voir si c'était possible de détecter de manière automatique 2 espèces de quarantaine de nématodes. Donc pour ça, ce qu'on fait, en fait, on va définir des landmarks, donc c'est des points d'intérêt. Donc si c'est pour la reconnaissance faciale humaine, souvent, en fait, c'est des points qui sont autour de vos yeux, du nez, de la bouche. Ce que font les algorithmes, ils détectent ces points, et à partir de ça, ils vont savoir qui vous êtes, quelle espèce, enfin, ça dépend. Donc ce travail, ça a consisté déjà à faire des acquisitions d'images, d'annoter donc des différentes images pour les 2 espèces. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez sur l'image en haut à droite, il y a des points vraiment spécifiques qui sont au niveau des boutons basaux et de la base du stylet. Et donc si on arrive à reconnaître ça et à mesurer ces distances-là, on peut réussir à identifier de manière automatique un nématode. Donc à la fin, on a une image de nématode et on peut vous dire si c'est plutôt Globodera pallida ou Globodera rostochiensis. Donc ça marche avec une certaine marge d'erreur, mais ça commence à marcher. Donc voilà pour le premier point. Donc, le deuxième point, donc ça ne parle pas de pommes de terre, désolé, mais je pensais que c'était intéressant de vous le présenter. Donc c'est un peu un des premiers travaux dans l'équipe qui a été mené vraiment avec l'utilisation de l'imagerie. Donc l'idée, c'était de pouvoir quantifier donc, les fructifications de Leptosphaera maculans sur les résidus de colza. Donc c'est l'agent pathogène qui cause le FOMA du colza. Et donc c'est important de quantifier, donc c'est les petits points noirs que vous voyez sur l'image à gauche, quantifier ça parce qu'en fait c'est ces structures qui vont relâcher les spores. Donc quand on va planter une nouvelle culture de colza, les spores vont être émises par ces structures et vont pouvoir contaminer les nouvelles plantes. Donc c'est assez fastidieux de faire ça à la main. Donc, si vous devez vous taper des centaines d'images et compter le nombre de petits points noirs sur les résidus, c'est assez fastidieux. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des images qui ont été acquises de manière standardisée avec un éclairage contrôlé, etc. Ensuite, il y a eu un gros travail d'annotation. Donc quand je dis annotation, en fait, c'est là, il y a eu 80 images sur lesquelles quelqu'un, donc Lydia Bousset en l'occurrence, a détouré à la main tous les petits points noirs. Donc c'est un travail assez conséquent, mais c'est vraiment nécessaire parce qu'après on se sert de ça pour utiliser des algorithmes de machine learning, donc qui vont apprendre sur ces bases d'images annotées à reconnaître en fait les pixels qui correspondent aux fructifications de colza. Donc ça marche plutôt bien. Donc on a appris un algorithme à faire ça. Et ensuite ce qu'on a pu faire en fait c'est quantifier les fructifications de champignons sur des résidus de colza sur 2540 images. Et ça prend une demi-journée en gros. Donc une fois qu'on a fait le travail d'annotation, d'acquisition des images et qu'on a un algorithme qui marche bien, après on peut vraiment traiter beaucoup de choses. Et si on regarde, donc on a des erreurs. Donc après, a posteriori, on est obligé de virer quand même, de sélectionner les outliers. Il y a des fois vraiment l'algorithme se plante. Mais globalement, ça marche assez bien. Donc on a une bonne précision et une bonne corrélation entre ce qu'on va noter et ce qu'on prédit. Donc ça permet vraiment d'augmenter la quantité de données et de pouvoir tester en fait les effets de variété, fertilisation, voilà, d'un point de vue statistique après. Donc le troisième point sur l'imagerie, c'est quelque chose qui va peut-être vous parler un peu plus. C'est juste le premier point, c'est quantifier d'un symptôme sur une feuille détachée. Donc, dans le cas de pathogènes fongiques, on va dire, il y a beaucoup d'essais qui sont soit quand on va étudier le pathogène ou la résistance des plantes, en fait on va faire des inoculations sur des organes, les petites plantules, et ensuite on va quantifier, on va donner une note de maladie
pour pouvoir comparer les génotypes ou les souches. Donc là, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est quantifier de manière automatique la surface des nécroses. Donc ça demande aussi des prises de vue standardisées et un certain jeu d'images sur lesquelles quelqu'un va détourer à la main les symptômes. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire un algorithme pour prédire sur un grand nombre d'images les surfaces nécrosées en fait. Et ce qu'on fait en plus, c'est qu'on a des images qui sont prises sur les mêmes feuilles à différents temps. Donc nous, on recale les images et ensuite on fait des modèles mathématiques pour étudier vraiment la dynamique du pathogène à l'échelle de la feuille. Et on peut, avec des équations et des images, prédire le développement de pathogènes. Donc là, vous avez un exemple en bas, l'animation à droite, c'est un modèle qui prédit le développement de la scocytose du pois sur un stipule à partir d'un modèle mathématique. Donc ça nous permet en fait d'avoir une connaissance plus fine des interactions plantes-pathogènes. Donc l'idée, c'est d'aller progressivement introduire des mécanismes simples physiologiques, par exemple de réponse de la plante. Et ça permet aussi d'augmenter la précision du phénotypage. Donc c'est plus intéressant de savoir comment le pathogène se développe et la plante peut répondre que d'avoir juste une taille de nécrose. Donc le dernier point pour l'imagerie, donc ça c'est quelque chose qui a été fait surtout par mon collègue Nicolas Parizet. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir prédire à l'échelle, enfin 5 minutes, oh pardon, je vais aller plus vite. Donc en gros, l'idée, c'est qu'à partir de données satellitaires, on peut prédire l'abondance de pucerons sur un paysage. Donc avec des données satellitaires, des régressions statistiques, on peut faire ça. Donc je vais accélérer un peu. Donc là, je vais vous présenter, je pense, un seul point en fait, sur les réseaux de capteurs. Donc c'est un sujet qui est venu en fait de nos collègues de la FN3PT, donc dans le cadre de l'UMT Innoplan, qui avait pour problème l'optimisation des traitements en huile pour contrôler le virus, enfin les infections virales et prévenir les infections de PVY. Donc l'idée c'était d'avoir, est-ce qu'on pouvait développer des capteurs pour suivre en temps réel le développement de la biomasse de pommes de terre. Donc on a commencé à travailler là-dessus en faisant un petit essai préliminaire il y a 2 ans. Donc on a utilisé une variété qui était la variété Passion, sur laquelle on a mis quelques capteurs. Donc un capteur qui permet de mesurer la hauteur en temps réel, un spectromètre qui nous donne des indices de végétation et des capteurs météo. Et si on regarde les premiers résultats, donc ce que vous avez là c'était pour l'essai qu'on a fait en 2019. Donc en gris c'est la hauteur et les points c'est les valeurs mesurées manuellement. Donc la chute que vous voyez, en fait, c'est la verse. On a eu un orage qui a versé le couvert. Donc ça montre que, en temps réel, on a bien suivi ce qui s'est passé. Et globalement, on a une bonne corrélation entre ces 3 variables-là et le développement de la pomme de terre. Donc sur cette base, on a proposé un projet CASDAR, porté par Laurent Anglais, qui est ici, et qui a pour but, en fait, de développer et déployer des réseaux de capteurs pour suivre la biomasse en temps réel et optimiser les traitements. Donc il y a 3 partenaires, donc c'est porté par la FN3PT, avec les 3 OP dedans, l'UMR IGEP d'INRAE et PCL Instrument, un partenaire privé. Donc il y a 5 actions. La première action, c'est de déployer des réseaux de capteurs sur 4 sites expérimentaux, donc les 3 plateformes expérimentales des OP et nous à l'INRAE IGEP. Le deuxième, c'est de valider l'utilisation de ce réseau de capteurs sur plusieurs années et plusieurs sites pour suivre la biomasse, le développement de la biomasse. Et ensuite, de mettre au point un système d'information pour collecter, centraliser ces données-là. En fait, c'est une base de données et des outils de visualisation. Puis, en fait, utiliser cet outil pour optimiser et tester l'outil en fait pour tester différentes fréquences de traitement ou adapter les fréquences de traitement en huile. Voilà. Et donc je vais passer cette diapo en fait. Je vais terminer par la conclusion. Donc l'imagerie et les réseaux de capteurs, donc ça permet d'augmenter la précision et le débit pour les recherches en santé des plantes. C'est intéressant quand on fait de la modélisation par exemple comme moi parce qu'on peut générer beaucoup plus de données. Donc pour faire soit des modèles prédictifs ou des modèles plutôt mécanistes. Et ça ouvre de nombreuses perspectives de recherche au moins. Néanmoins, pour chaque question, en fait, ça demande quand même un investissement en temps et un travail interdisciplinaire qui est assez conséquent.
Donc, je vous ai parlé souvent d'annotation ou de vérité terrain. En fait, pour développer ces approches, il faut aussi beaucoup de données validées. Donc, pour des images, il faut beaucoup de données où quelqu'un va annoter à la main, par exemple, quelle espèce ça peut être, quantifier un symptôme. Ça, c'est un travail conséquent qui est souvent négligé. C'est important de penser les chaînes acquisition. Enfin, quand je dis les chaînes acquisition, extraction, analyse, en fait, c'est important aussi de standardiser la prise de vue d'image. En fait, tout est important. Il ne faut pas juste arriver avec des images, donner à quelqu'un qui sait faire et dire « traitez-moi mes images ». Si elles n'ont pas été acquises dans les bonnes conditions, des fois, on ne peut rien en faire. Donc, il faut penser à tout ça de manière intégrée. Et il y a toujours des erreurs et des imperfections. Enfin, en vrai, dans tout ce que je vous ai montré, il y a toujours des erreurs. C'est jamais parfait. Et on a essayé de faire un exercice un peu pour la filière plan. Donc probablement que ces outils numériques, ils sont intéressants pour de nombreuses questions. Donc un premier point, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui existent. Donc, pas forcément des choses commercialisées, mais au moins en recherche, il y a beaucoup de capteurs, d'algorithmes qui sont déjà disponibles. Et la question, c'est peut-être plus d'utiliser ces outils pour répondre à des questions qui vont être prioritaires pour vous, plutôt que d'acheter des choses qu'on peut vendre des fois, mais qui ne répondent pas forcément aux besoins précis pour lesquels vous voudriez appliquer des choses du numérique. Un point sur les données, en fait, les données, c'est vraiment la clé de voûte pour toutes les applications numériques, surtout avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc il faut vraiment penser à la qualité, au stockage, à la pérennité, à la propriété aussi de vos données. Donc si vous récoltez des données, pensez à ça, que ça peut servir à développer des outils numériques qui peuvent vous servir, mais pour ça, il faut que ce soit clair, que ce soit bien stocké, la question des propriétés aussi. C'est-à-dire que des gens qui font de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce qu'ils vont rechercher, c'est des masses de données à noter. C'est plus ça le problème que développer les algorithmes derrière. Et surtout, ne pas oublier le numérique. Je pense que ça peut être bien pour certaines applications, recherche ou appliquées, mais il ne faut pas oublier les bases, l'agronomie, la prophylaxie. Le numérique ne peut pas tout faire, quoi. Ça peut être un outil complémentaire intéressant. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Il ne faut pas vraiment pas oublier les bases. Ou le biocontrôle, par exemple. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et je remercie aussi tous nos collaborateurs. Donc, tout ce travail se fait en interaction avec des collègues très divers instituts de recherche ou de la FIDE, par exemple.